Allons commencer cette webconférence, gérer les comportements autistiques en médiation équine, les comprendre et les solutionner. Les difficultés qui sont rencontrées en médiation équine pour des personnes avec autisme peuvent être complexes à comprendre et à solutionner. Nous allons voir comment les analyser, puis comment les gérer au travers de quelques exemples de comportements problématiques fréquemment rencontrés en médiation équine avec des enfants autistes, comme les colères, l'agressivité, l'automutilation, l'agitation, les intérêts spécifiques envahissants, le refus du port du casque. L'analyse et les solutions qui seront proposées sont également applicables à des personnes autistes adultes. Cette liste de difficultés n'étant pas exhaustive, vous pourrez me faire part lors de la discussion d'autres difficultés auxquelles vous avez eu à faire face et nous verrons comment les analyser ensemble. Alors, il faut considérer qu'un comportement problématique a toujours une signification et qu'il est une forme de communication. Pour le décoder et y faire face, il est nécessaire de connaître les particularités liées aux troubles du spectre autistique, d'analyser la situation afin de comprendre d'où vient la difficulté, et puis de rechercher la solution adaptée. Alors, il faut tout d'abord se poser certaines questions. Quel est le contexte dans lequel ce comportement problème survient? Quelles sont les caractéristiques de l'environnement lorsque le comportement se produit? L'environnement est-il bruyant? Y a-t-il beaucoup de personnes, de mouvements qui vont gêner la personne autiste? Lors de quelle activité survient ce comportement? Quelle est la demande? Est-ce qu'elle est trop complexe à comprendre ou à réaliser? Est-ce qu'elle est motivante? Est-ce qu'elle est adaptée aux intérêts et aux compétences de la personne? Il faut aussi se demander s'il y a eu un élément déclencheur et lequel. Analyser, observer quelles sont les caractéristiques du comportement et quelles sont les conséquences de ce comportement. Est-ce qu'il va apporter des bénéfices à la personne, par exemple la cessation de l'activité ou bien l'isolement? Ensuite, on recherchera la solution adaptée. Alors, il faut tout d'abord déjà éliminer une cause somatique. Il faut adapter l'environnement, il faut réajuster la demande en fonction des capacités, il faut utiliser des moyens adaptés pour mieux communiquer, il faut rechercher un moyen d'apaisement, comme proposer un objet favori ou mettre la personne sur le poney, l'enfant sur le poney. Et si possible, il faut éviter de renforcer le comportement inadapté. Alors, ce mode de réflexion permettra ensuite d'anticiper les comportements inopportuns et d'éviter leur apparition. Afin de faciliter l'analyse des situations problématiques, il faut rappeler les particularités de l'autisme. L'autisme est un trouble du neurodéveloppement qui se caractérise par des altérations des fonctions de communication et d'adaptation sociale, ainsi que par des particularités cognitives, sensorielles et comportementales, qui sont liées à des altérations du développement et du fonctionnement de réseaux neuronaux. Ces troubles sont partagés par des personnes très différentes selon leur degré de sévérité, mais aussi du fait de l'association de ces troubles à d'autres pathologies, d'où le terme qui est actuellement utilisé de trouble du spectre autistique. Et ce terme inclut toutes les formes d'autisme dans un continuum, c'est pour ça qu'on parle de spectre, qui va des formes les plus graves jusqu'aux plus légères, comme l'autisme à haut niveau de fonctionnement et l'Asperger. Il faut donc considérer que chaque personne autiste est unique, avec un fonctionnement et des besoins qui lui sont propres. Ces particularités du spectre de l'autisme concernent plusieurs domaines: la communication, le langage, la sensorialité, la cognition, l'adaptation, les émotions, la motricité, le comportement et la mise en œuvre des compétences. Les sources de difficultés sont nombreuses. Alors, les principales sont le manque d'intérêt pour la relation, le peu d'attention à autrui, les moyens limités pour décoder les intentions d'autrui et pour exprimer ses besoins et ses émotions.
Il y a aussi le peu d'intérêt pour l'activité proposée qui contraste avec les intérêts spécifiques pour certains objets ou certains thèmes. Il y a l'autostimulation, l'hétérogénéité des capacités cognitives et les difficultés à traiter la demande du fait des problèmes d'association, de représentation mentale, de planification des actions, d'initiative, de symbolisation et de repérage dans le temps et dans l'espace. Il y a aussi la difficulté à généraliser les acquis, c'est-à-dire à utiliser dans des situations différentes des compétences qui ont été acquises dans une situation donnée. Un exemple, la personne peut ne plus arriver à se servir de la brosse rouge si, si d'habitude elle se sert d'une brosse bleue. Parce que il y a un changement et ça va complètement perturber la mise en œuvre de ces compétences. Ce n'est pas de la mauvaise volonté, c'est simplement un problème de mise en œuvre de compétences. Il y a aussi à considérer l'hypersensibilité aux stimuli sensoriels, c'est un point important, qui peut entraîner une surcharge sensorielle qui va causer des comportements inappropriés. Il y a les difficultés d'ajustement tonique, la difficulté à réguler les émotions, l'anxiété, la peur, l'hypersensibilité au changement, avec la difficulté à passer d'une activité à une autre. Mais cela peut aussi être des causes tout à fait banales, comme la fatigue, la douleur, l'inconfort, qui sont mal tolérées par la personne autiste du fait de son hypersensibilité et qui sont difficiles à exprimer autrement que par le comportement parce que la personne manque de moyens de communication. L'enfant, par exemple, peut avoir mal à la tête, mal au ventre, être gêné par une étiquette de vêtements qui gratte, par un caillou dans la chaussure, etc., etc. Alors, il faut savoir que pour une personne autiste, il y a beaucoup de choses qui sont difficiles. Supporter le bruit, imiter les autres, comprendre les émotions d'autrui, participer à une conversation, comprendre l'enjeu des relations, ne pas trop parler de ses passions, éviter de faire des stéréotypies, surmonter son anxiété. Tout ça va demander énormément d'énergie à la personne autiste. Alors, on peut utiliser des aides à la communication pour aider la personne à comprendre les situations, les demandes, les changements et les contraintes. Cela permet de favoriser la compréhension, l'échange, la relation et de réduire les troubles du comportement qui sont liés à l'anxiété. Et ça permet aussi à la personne d'exprimer des besoins. Et de plus, c'est un appui pour développer le langage oral. Alors, ces aides à la communication peuvent être des moyens augmentatifs qui vont venir augmenter les moyens de communication qui existent déjà, quand il y a par exemple déjà certaines potentialités de langage oral, ou bien ce sont des aides alternatives lorsque le langage oral n'est pas encore présent et qu'il faut utiliser des substitutifs au langage. Ces moyens peuvent être simplement des routines, des gestes, des mimiques, ou être plus complexes comme des aides visuelles telles des photos, des images, des pictogrammes, ou des systèmes tels que le PEX, qui est un système de communication par échange d'images, et le Makaton, qui est un programme d'aide à la communication et au langage. La langue des signes peut aussi être une solution adaptée pour permettre à la personne autiste de communiquer, de développer sa pensée et de s'épanouir. Alors, certaines images et pictogrammes peuvent être utiles en médiation équine, d'une part pour avertir de l'activité et d'autre part pour montrer que certains comportements ne sont pas autorisés. En bas de cette diapo, vous avez certains exemples. En bas à gauche, vous avez l'image d'une petite fille sur un poney pour prévenir qu'on va mettre l'enfant sur le poney, que l'enfant va monter sur le poney. À droite, un pictogramme qui signifie la même chose. Ensuite, vous avez deux images qui montrent qu'on peut marcher, mais on ne peut pas courir. Un pictogramme qui montre qu'il faut demander de l'aide. Une image qui montre, un dessin qui montre que l'enfant brosse son poney, donc il va avertir de cette activité-là. Et puis, enfin, un dessin qui montre qu'il n'est pas autorisé, qu'on ne peut pas se taper. Alors maintenant, quelques comportements problématiques qu'on rencontre en médiation équine. Alors, le
Première situation, l'enfant a peur du poney. Alors pourquoi? Eh bien, ça peut être parce qu'il a eu une expérience antérieure négative ou qu'il a peur de tous les animaux en général. Le poney peut lui provoquer un désagrément sensoriel à cause de l'odeur ou du toucher du poil si l'enfant souffre d'hypersensorialité. Il peut avoir peur des mouvements du poney. Les personnes autistes ont une perception visuelle avec une grande sensibilité aux mouvements. Il peut avoir peur de la tête, des yeux, parce que là encore, il a une perception visuelle atypique qui va modifier son interprétation de ce qu'il voit. Alors, que peut-on faire? Eh bien, avant la séance, il est utile de montrer des photos du poney, des photos d'un enfant avec un poney. Et puis, au début, il faut respecter la distance souhaitée par l'enfant entre lui et le poney, et puis petit à petit, essayer de diminuer cette distance. On l'incitera à regarder ce que fait le poney, ce que font les autres enfants à leur poney, avec leur poney. On lui proposera de toucher la partie du corps du poney qui l'inquiète le moins. Et ensuite, on le mettra sans trop attendre sur le dos du poney afin qu'il ressente le bien-être lié au mouvement. Les enfants autistes sont très sensibles au mouvement, au balancement et donc vont ressentir très vite un bien-être sur le dos du poney. Alors, à droite de cette diapo, vous avez des photos d'une petite fille que nous avons eue en séance de médiation équine et qui avait très très peur du poney. Lors des 2 premières séances, il n'était pas possible de l'approcher à moins de 20 mètres parce qu'elle se mettait à hurler et on a bien cru qu'on allait être obligé d'arrêter là la médiation équine. Et puis on a quand même tenté une 3e séance au cours de laquelle on a pu tenir l'enfant par la main entre 2 thérapeutes à côté d'une autre petite fille qui était sur son poney. Et puis très vite, on l'a mise sur le dos du poney. Et alors là, tout s'est bien passé. Elle était très heureuse, très contente. Et on a pu donc continuer la médiation équine. Alors elle gardait une peur importante de la tête et des yeux du poney. Donc on a commencé le pansage par la queue. Et puis, petit à petit, on est remonté jusqu'à la tête du poney au fur et à mesure des séances. Et vous voyez sur la photo du bas, à la fin de l'année scolaire, eh bien, la petite fille était capable d'embrasser le nez de son poney avec l'aide de sa thérapeute. Alors, deuxième situation, l'enfant se met en colère. Alors, pourquoi? Ça peut être parce que l'activité n'est pas adaptée. Elle est inintéressante, elle est trop difficile, elle est trop longue. Ou bien l'enfant n'a pas compris ce qu'on lui demandait et n'a pas du tout ce qu'on attendu. Ça peut être, et c'est fréquent, parce que l'environnement est trop bruyant ou trop agité. Ça peut être aussi que l'enfant recherche l'attention de l'adulte et puis il peut aussi ressentir une gêne ou une douleur. Alors, que va-t-on faire? D'abord, on va rechercher ce qui peut le gêner, lui être pénible ou douloureux. On va simplifier la demande, éventuellement en utilisant des aides à la communication pour faciliter la compréhension de la situation. On va proposer une activité plus motivante ou plus facile ou plus brève en encourageant, en guidant et puis en félicitant l'enfant. On proposera des pauses et on travaillera sur un emploi du temps structuré avec si besoin des supports visuels. Si l'enfant sait que l'activité demandée ou le temps de pause va être temporaire, il sera plus à même de supporter ce moment-là. Et puis, on peut aussi partir sur ses intérêts spécifiques pour lui proposer des activités agréables. On va le motiver par rapport à ce qu'il aime en lui offrant au départ des renforçateurs qui sont agréables. Situation suivante, l'enfant se frappe. Alors, pourquoi? Eh bien, ce peut être à cause d'une émotion ou d'une frustration, on n'a pas répondu à son besoin, à son désir. Ça peut être aussi qu'il s'ennuie, ça peut être qu'il est en difficulté face à une demande, qu'il veut obtenir de l'aide, de l'attention. Ça peut être aussi parce qu'il ressent une douleur ou une gêne. Et quand il s'agit d'un enfant qui souffre d'hyposensorialité, ça peut être parce qu'il recherche des stimulations fortes. J'ai connu une petite fille qui se frappait beaucoup les yeux, tel point qu'elle s'était abîmée les yeux, parce qu'elle souffrait d'hyposensorialité et que c'était pour elle un moyen de se stimuler. Alors, que va-t-on faire? Eh bien, tout d'abord, il faut sécuriser l'environnement pour éviter que l'enfant se blesse.
On va apaiser l'enfant et puis on va rechercher ce qui peut le gêner ou occasionner une douleur. On détournera son attention vers une activité agréable ou un objet qui l'intéresse particulièrement. On peut lui montrer le pictogramme que vous voyez là, qui veut dire qu'il ne faut pas se taper, ou utiliser d'autres images pour qu'il puisse exprimer ses besoins. Et puis, on peut le féliciter lorsqu'il arrête de se frapper. Alors, maintenant, l'enfant s'isole ou coupe partie. Alors, pourquoi? Ça peut être qu'il ressent une surcharge de stimulation. Il y a trop de bruit, trop d'agitation autour de lui, trop de demandes, il est en surcharge sensorielle, il n'en peut plus. Et il a besoin de se ressourcer. Ça peut être un moyen d'éviter la relation. Ça peut être aussi que l'activité proposée ne l'intéresse pas. Alors, que faire? Eh bien, tout d'abord, il faut sécuriser et limiter l'environnement, évidemment, pour éviter que l'enfant s'échappe trop loin et puis qu'il se mette en danger, vous le perdiez. Et puis, on lui laissera un temps de repos si ce comportement fait suite à une demande qui a demandé beaucoup d'efforts psychiques à l'enfant. On peut lui montrer le pictogramme que vous voyez ici. On marche, mais on ne court pas. On le mettra sur le poney, ce qui évidemment va le stabiliser, en commençant par un temps de retour au calme ou de remise en relation, et puis ensuite en proposant une activité d'échange qui va être motivante, et puis en évitant évidemment de le surstimuler. Et puis on pensera ensuite à diminuer le niveau des stimuli et des interactions dans les activités suivantes. Alors, l'enfant qui ne veut pas mettre le casque. Pourquoi? Eh bien, ça peut être parce qu'il ressent une sensation désagréable lorsqu'on lui met le casque du fait d'une hypersensorialité. Ça peut être qu'il a peur du casque en tant qu'objet, il y a quelque chose qui ne lui plaît pas dessus, la forme, quelque chose qui brille, enfin bon, il a une perception visuelle du casque qui lui fait peur. Ça peut être aussi qu'il ne comprend pas la demande. Il n'y a pas du tout ce qu'on veut faire avec ça. Alors, que va-t-on faire? Mais tout d'abord, évidemment, vérifier que le casque est bien adapté et ne le blesse pas. Ensuite, la réponse va être fonction des capacités de compréhension de l'enfant. On peut lui faire comprendre verbalement ou gestuellement ou avec des images, de photos, de personnages, comme là, qu'on ne monte pas sur le poney sans le casque. Ensuite, il faut l'habituer progressivement à s'approcher du casque, à le toucher, à l'approcher de sa tête, à le poser sur sa tête un court instant et puis de plus en plus longtemps. Et évidemment, il faut le féliciter et le récompenser au moindre progrès. Et puis, quand enfin il a accepté de mettre le casque sur la tête et qu'on peut le faire monter sur le poney, si, une fois sur le poney, il retire son casque, à ce moment-là, il faut le faire descendre tout de suite du poney de façon à ce qu'il associe bien les choses. Et au début, il ne vaut mieux pas demander, quand l'enfant a eu du mal à accepter le casque, au début, il ne vaut pas lui demander de porter trop longtemps le casque. Alors, l'enfant ne s'intéresse pas aux moyens alternatifs ou augmentatifs de communication que vous avez souhaité mettre en place. Alors pourquoi? Ça peut être que l'image est trop difficile à décoder pour lui du fait de ses difficultés perceptives et ou cognitives. Il y a des enfants qui ont des particularités visuelles telles, des difficultés visuelles telles, qu'ils ne peuvent pas percevoir et décoder ne serait-ce qu'une photo. Alors encore moins un dessin ou un pictogramme. Par exemple, ce pictogramme-là, il y a des enfants qui vont voir du noir et du blanc et c'est tout. Ils ne vont pas du tout voir que le blanc représente une forme qui signifie, qui a une signification. Donc c'est pas la peine d'essayer d'utiliser ce type d'image quand l'enfant n'est pas capable de le décoder. Ça peut être aussi que l'enfant n'a pas associé l'action à l'image. C'est-à-dire qu'il voit bien qu'il y a un personnage sur un cheval, mais il ne voit pas du tout ce que ça veut dire que lui va monter sur le cheval. Alors, que faire? Eh bien, on commencera par une seule photo, image ou pictogramme, selon ce qui semble possible à percevoir et à décoder par l'enfant. Et il faut aussi lier l'objet ou l'action avec le support visuel, de façon à ce que l'enfant puisse comprendre l'association, le rapport entre l'image et l'action qui va suivre. Plus le support visuel sera utile pour l'enfant, c'est-à-dire obtenir par exemple quelque chose d'agréable, plus il sera facile à associer. Alors,
Quand l'enfant ne peut pas décoder les images, les pictogrammes, les photos, à ce moment-là, eh bien, au lieu des supports visuels, on utilisera des gestes signifiants pour faciliter la compréhension. Alors, l'enfant est envahi par ses intérêts particuliers. Alors, pourquoi? Parce qu'il a des centres d'intérêt restreints, des préférences sensorielles. On a vu que c'était fréquent chez les enfants autistes. Il a des difficultés à varier ses actions, à supporter le changement et à s'adapter à des activités nouvelles. Il ressent du stress, de l'anxiété qui sont liés à l'environnement, à la situation, et le rituel va le rassurer. Ça peut être aussi qu'il est fatigué ou qu'il s'ennuie. Alors que peut-on faire? Tout d'abord, on va s'assurer que l'environnement est bien adapté aux particularités sensorielles de l'enfant. On va rassurer, apaiser. On peut respecter un temps avec le rituel en l'ignorant, on fait comme si on n'avait rien vu, et en ramenant l'attention vers une activité plus adaptée et plus motivante, qui, on espère, va pouvoir faire oublier le rituel. Mais on peut aussi inclure le rituel dans l'activité proposée. Par exemple, si un enfant a un rituel de manipulation d'un petit bout de ficelle, eh bien vous pouvez lui laisser son petit bout de ficelle pendant le pansage, pendant qu'il est sur le poney, et puis petit à petit lui proposer des activités qui vont lui faire oublier son petit bout de ficelle. Alors de tout cela, qu'est-ce qu'il faut retenir? Eh bien, premièrement, qu'un comportement problème a toujours une signification et que c'est une forme de communication. Deuxièmement, qu'il faut autant que possible prévenir les troubles. Pour cela, il est important de prendre en compte les capacités et les particularités de l'enfant, d'adapter l'environnement, les demandes et les activités, d'éviter la surcharge sensorielle et émotionnelle, d'adapter le langage aux capacités de l'enfant. Ce n'est pas la peine de faire des phrases compliquées si l'enfant n'a des capacités de compréhension que d'un seul mot. Et puis, il faut utiliser des moyens de communication augmentatifs ou alternatifs si besoin, et aussi structurer l'emploi du temps. Et troisièmement, enfin, il faut savoir que l'apprentissage des comportements adaptés fait partie des objectifs en médiation équine. Il faut favoriser et renforcer les comportements adaptés et aider l'enfant à exprimer autrement sa difficulté que par un comportement non adapté. Alors, et pour finir, voici quelques références bibliographiques qui peuvent vous être utiles. Je vous invite à voir la chaîne YouTube Médiation Équine que j'ai créée, où il y a plusieurs vidéos sur les troubles du neurodéveloppement, l'autisme, et une entre autres sur les particularités de l'autisme à prendre en compte en médiation équine. Alors, nous avons terminé maintenant cette webconférence et je vous remercie beaucoup pour votre participation et votre attention.